Errer en cet archipel. Errer en cet archipel. Errer à cet archipel. Tête végétale au vent. Où un silence vous impose sa compagnie. Ensorceleuse. Mayotte, île de l'océan Indien. C'est jour de fête, jour de mariage. Sur l'île voisine, en jouant, un autre mariage bat son plein. Les deux fêtes semblent analogues et pourtant, c'est bien plus que 80 km d'océan qui les séparent aujourd'hui. Ces femmes-ci sont comoriennes. Celles-là ont la nationalité française. Ancienne colonie française nichée entre les côtes du Mozambique et Madagascar, l'archipel des Comores compte 4 îles. Le 22 décembre 1974, elle se prononce à 96% pour l'indépendance lors du référendum d'autodétermination. Dans les détails, il n'y a qu'à Mayotte où le nom l'emporte. Tenant compte illégalement de ces résultats île par île, la France pérennise l'occupation de Mayotte, alors que les 3 autres îles deviennent indépendantes, formant aujourd'hui l'Union des Comores. Un morcellement qui n'entravera pas au départ les déplacements naturels des Comoriens entre les îles. Mais 20 ans plus tard, une frontière invisible est érigée par le gouvernement Balladur. Pour passer des Comores à Mayotte, désormais, il faut un visa. C'est ici, à l'ambassade de France à Moroni, la capitale comorienne, que l'on peut l'obtenir. Depuis janvier 2009, un autre consulat s'est également ouvert sur l'île d'Anjouan. On a en moyenne 50, 60 visiteurs par jour. On ne peut pas tous les recevoir, donc on est obligé d'établir des listes. Mais pour faire bref, disons qu'on délivre une trentaine de visas par jour. On a allégé énormément le dossier. Quand je suis arrivé, il y avait une quarantaine de pièces différentes à présenter. Voilà, on n'en est plus qu'à 4 documents. C'est très simple. Enfin, ça a été très simplifié. Simplifié et pourtant, les Comoriens se plaignent de la difficulté de se procurer le visa et du caractère étrangement aléatoire de la procédure. Les démarches d'Aladi n'auront jamais pu aboutir. Je lui demande que je peux aller là-bas pour aller visiter le Mayotte, comme ça. Et puis il m'a dit, non, le visa je ne peux pas te donner. C'est comme ça qu'il m'a dit. Avant de rentrer là-bas, il m'a dit comme ça, non, tu ne peux pas trouver le visa. Je lui dis pourquoi. Il ne m'expliquait rien. Il prend mon dossier, il écrit déjà dans mon dossier le visa. C'est non. Les conditions pour obtenir ce visa sont telles que beaucoup de gens encore, il ne faut se faire aucune illusion par rapport à l'importance des déplacements des gens. La population croissant dans les deux espaces, aussi bien dans les Comores indépendantes que sur Mayotte, c'est tellement de gens à gérer que c'est quelque chose qui relève du parcours de l'impossible. Donc on a l'impression que, mais en réalité, les gens continueront, à mon sens, à monter dans les barques parce qu'il y a beaucoup de raisons qui font que finalement, c'est la solution qui est encore la plus simple. Des barques appelées Kwassa Kwassa. Un voyage périlleux qui dure minimum 4 heures pour passer des Comores à Mayotte. L'occupation illégale de Mayotte par la France s'est vue condamnée à maintes reprises par l'ONU, qui a reconnu l'État indépendant comorien comme constitué de 4 îles. Selon le droit international, les Comoriens se rendant à Mayotte ne franchissent donc aucune frontière. L'île compte aujourd'hui 186 000 habitants, dont officiellement 40% de Comoriens, venus des 3 îles sœurs et principalement de l'île voisine d'Anjouan. Ces sans-papiers, considérés comme clandestins par l'administration française, n'ont ici plus aucun droit. À l'œil nu, difficile de voir qui a des papiers et qui n'en a pas. À la ville comme à la campagne, Comoriens et Mahorais vivent côte à côte.
Même mode de vie, différents statuts. C'est difficile pour eux parce que comme ils n'ont pas de papier, ils ne trouvent pas de travail. Et c'est difficile. Je me sens française parce que j'ai mes papiers, j'ai pas de problème, je peux partir très loin. Je peux aller en France, je peux voyager. Si Ainati peut jouir de cette liberté, c'est parce que ses grands-parents avaient dit non à l'indépendance. Nous n'en voulons pas de l'indépendance. Un non majoritaire à 60% à Mayotte lors du référendum pour l'indépendance. Chiffre obtenu suite à la déportation de milliers de partisans de celle-ci vers les autres îles, mais aussi grâce aux pressions exercées par le mouvement populaire mahorais. Habitant d'Aqua, où les milices pro-départementalistes étaient postées à l'entrée des bureaux de vote, Monsieur Kamaredine se souvient. Si vous êtes opposé, on vous chatouillait. On disait aux votants, à la sortie, vous mettez dans la soubique le bulletin que nous ne voulons pas, c'est-à-dire le bulletin pour l'indépendance. Ça implique qu'on a mis dans l'urne le bulletin pro-départementaliste. Voilà. Si par contre vous avez voté autrement, on vous tabassez. La France a truqué le référendum. Il y a eu obligation de voter non pour l'indépendance. On a eu une consultation de toute manière biaisée, mais la France officielle, quelque part, a subi les événements dans les années 60-70 et que c'est plus des personnes qui étaient présentes sur place qui ont essayé de faire évoluer les choses selon leurs propres intérêts. Il y a des réseaux surtout d'extrême droite qui étaient eux nostalgiques de la coloniale et qui voulaient conserver le plus de territoire possible. La France prolonge l'occupation de Mayotte, où elle a installé un détachement militaire, un centre d'écoute, un aéroport. La petite terre devient une base stratégique en plein océan Indien. C'est pour des raisons stratégiques, mais pas seulement, que la France donc veut s'imposer ou veut rester à Mayotte, surtout que à la suite donc du démantèlement de la base de Diego Suarez dans les années 60, et puis avec la concurrence que la France subit à Djibouti et tout ça, plus que jamais, Mayotte prend de l'importance. Garder Mayotte, ça veut dire faire de Mayotte une place forte, et puis à partir de Mayotte, contrôler tout ce qui se passe dans la zone. Devant les difficultés d'aller et venir, les Comoriens se stabilisent à Mayotte, où le PIB est aujourd'hui 10 fois supérieur à celui des Comores. Ces arrivées en masse participent à l'envol de la démographie, et les tensions entre les communautés apparaissent. Comme ici en 2005, où les Mahorais s'étaient rassemblés pour soutenir la lutte contre l'immigration des Comoriens. Les Mahorais ils ont pris l'initiative de lutter contre l'immigration clandestine dans la mesure où tout le monde était là, on s'est rassemblés et le député nous a expliqué ce qu'il faut faire et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on va essayer de faire ce qu'on nous a dit. Un travail formidable en tout cas de conditionnement des esprits ici, des mentalités. L'appartenance à la France, c'est quelque chose de quasi religieux. Et oui, c'est le choix des parents qu'on n'a pas envie de remettre en question. Et puis surtout, l'image qu'on reçoit des voisins n'est pas belle, elle n'est pas bonne non plus. Donc on est confirmé dans son choix. On se dit mais finalement nos parents ont eu raison. Réitéré lors de la visite de Jacques Chirac en octobre 86, le choix des Mahorais pour la France est entériné lors du référendum du 29 avril 2009. En 2011, Mayotte deviendra le 101e département d'outre-mer français. On peut dire que l'histoire de Mayotte, politiquement, s'est construite sur l'exclusion. On ne pouvait pas prétendre être français sans sacrifier ses frères. Et c'est ce que les Mahorais, c'est ce qui tue, en quelque sorte, la conscience mahoraise. Le Mahorais, lui,
il ne sait plus vraiment qui est son frère, quoi. Comme on dit, il est assis le cul entre deux chaises, quoi. D'un côté, il y a sa culture, sa famille, son sang qui le parle, et puis de l'autre côté, il se doit d'être un bon citoyen. Et ici, d'après ce qu'on nous dit, pour être un bon citoyen, il faut dénoncer son frère comme rien. Il faut virer les clandestins de chez vous. Ceux qui travaillent au champ également. Vous avez effectivement des gens qui ne sont pas de même nationalité que nous, les Anjouanais, les Moëliens, les Grands Comoriens. Mais quand on regarde bien, ils nous ressemblent complètement, on se ressemble. Même langue, même coutume, même pratiques religieuses, les pratiques culturelles, coutumières, tout est identique. La religion est une chose, mais il n'y a pas que ça. Or, les gens qu'on appelle les clandestins à Mayotte sont avec nous sur les terrains de foot, encouragent les mêmes équipes que nous, prient avec nous dans les mosquées, sont avec nous dans les enterrements, dans les moments difficiles, sont aussi avec nous dans les mariages, dans les moments heureux. Donc c'est des gens qui réellement vivent à Mayotte. Alors moi j'entends des gens ici me dire que tout est différent ici, ça n'a rien à voir avec les autres îles. Je veux bien, mais je trouve quand même que les gens sont pas perdus quand ils sont entre eux. Ceux qui sont perdus sont plutôt les Mzungu, qui n'ont pas du tout les mêmes. Et puis les Maoris ne parlent pas la langue camembert, ils parlent plutôt la langue manioc, comme dans les autres îles. Paradoxalement, on dit les Mahorais veulent chasser les Anjouanais, mais ils vivent ensemble. Finalement, ces tensions sont moins importantes que les tensions qu'on peut entreapercevoir entre les Mahorais et ce qu'on appelle ici les Mzungu, c'est-à-dire les métropolitains, qui elles sont cachées mais qui sont omniprésentes. Les métropolitains et les Mahorais se croisent sans jamais se rencontrer. C'est la réalité aujourd'hui. Il y a un racisme qui est quasiment omniprésent. Si ça continue à être tu, parce que pour les besoins politiciens et pour des besoins médiatiques, on a besoin de faire croire que Mayotte, c'est magnifique et qu'il y a une mixité sociale formidable alors que c'est complètement faux. Si on continue à vouloir cacher tout ça, c'est clair que ça va exploser d'une manière ultra violente. Et de toute façon, on le voit chez les jeunes, il y a un ressentiment vis-à-vis de ces inégalités sociales qui sont des inégalités raciales ici. Et qu'un jour, ça va exploser.